Bonjour chers élèves, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais que vous aviez quelques problèmes avec ce chapitre. Donc nous allons établir avec ce chapitre comment établir les équations horaires du mouvement dans le champ de pesanteur terrestre par exemple, lorsqu'un objet chute donc de manière verticale ou lorsqu'il chute de manière parabolique donc dans le champ de pesanteur terrestre, puisque la même chose s'applique. Voyons pour le moment sur une chute parabolique, comme si on envoyait donc un ballon de basket, par exemple, donc suivant un axe, alors là si vous aviez l'axe X et ici celui-là l'axe Y, suivant une vitesse V0, d'accord, qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Alors déjà, nous pouvons déterminer l'équation de V0, donc suivant X et suivant Y. Donc V0X, ben, ce sera égal à V0 cosinus de alpha, V0Y sera égal à V0 sinus de alpha. Ça, je pense que vous avez bien compris la chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons d'abord établir donc le système. Alors le système, c'est bien sûr toujours, là on va prendre par exemple dans le cas d'un ballon de basket, que l'on lance le ballon. Le référentiel d'étude, vous savez très bien, je vais laisser assez rapide sur le sujet, c'est un référentiel terrestre que l'on va considérer comme galiléen, d'accord, vu la courte durée donc du lancer du ballon. Ok, donc je vais juste marquer cela, donc comme galiléen, vu la courte durée donc, du lancer de ballon. Ensuite, il va falloir faire le bilan des forces. Alors, lorsque vous faites le bilan des forces, on va négliger dans ce cas-là les frottements, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on considère que le ballon est en chute libre. Je vous rappelle qu'une chute libre, c'est un objet qui n'est soumis qu'à son poids. Donc ici, il ne sera soumis qu'à son poids, et son poids, vous savez très bien, c'est égal à m fois le champ de pesanteur petit g. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on applique ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton, encore appelée principe fondamental de la dynamique de Newton. Et cette deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la somme des forces en vectoriel extérieur appliquée au ballon, eh bien c'est égal donc à la masse fois le vecteur accélération. Donc une fois qu'on a ça, comme on sait que les forces, eh bien c'est P, la somme des forces c'est P, donc on a P qui est égal à MA, et donc on a forcément MG qui est égal à MA, et donc on peut simplifier par la masse des deux côtés, et on obtient que l'accélération donc de ce ballon, c'est égal en fait au champ de pesanteur terrestre, c'est-à-dire à l'accélération de la pesanteur. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient une relation vectorielle. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est de donner les coordonnées dans les deux axes que nous avions déterminés au départ. Moi, vous les rappelez ces axes, on avait X, on avait ici Y, d'accord? Et en fait, voilà, ici, on avait V0, puisqu'on lançait le ballon suivant la vitesse V0. Donc, le champ de pesanteur G étant dans ce sens-là, toujours vertical et vers le bas, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme A est égal à G, on peut dire que AX eh bien, sera égal à forcément 0, et que AY sera égal à forcément, alors moins G, pourquoi? Parce que donc l'axe Y est orienté vers le haut, dans le sens contraire du champ de pesanteur terrestre. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on veut déterminer les équations horaires du mouvement. C'est-à-dire à la fin, il faut qu'on ait x égale, y égale. Alors, mais d'abord, il va falloir que l'on passe par Vx et Vy. Donc on termine d'abord les coordonnées, les fameuses coordonnées de la vitesse, Vx et Vy. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'accélération de la pesanteur, et que l'accélération par exemple d'un grand A, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse divisé par dt. Donc dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie donc que AX, ce sera égal à d de Vx sur dt, et que AY sera égal à la dérivée du vecteur y sur dt. Alors, laissez-moi vous rappeler les coordonnées AX et AY, c'est 0 et moins g. Donc, ça signifie que maintenant, la dérivée, il faut que je trouve une fonction Vx telle que la dérivée de Vx fasse 0, et il faut que je trouve une fonction Vy telle que sa dérivée fasse moins g. Donc ça signifie qu'en fait, on fait ce qu'on appelle en mathématiques une intégration. Donc, du coup, V, donc son vecteur V, ça va être Vx, ben, ça sera égal à une constante, que je vais noter constante, que je vais noter K, par exemple, et ici, Vy, ce sera égal à moins gt, plus une autre constante que je vais noter K1, par exemple. Donc, il faut bien sûr déterminer ces constantes. Alors, vérifions bien que si je dérive Vx,
je dérive une constante. La dérivée d'une constante, c'est bien égal à 0. Si je dérive y par rapport au temps, j'obtiens bien donc moins g, qui est le coefficient directeur qu'il y a devant t. Donc j'obtiens bien moins g, tel que c'est donné précédemment. Alors les constantes, on les détermine d'après les conditions initiales. Qu'est-ce que je sais à t égale à 0? Eh bien à t égale à 0, je sais que v0x est égal à 0, et que je sais que v0 cos alpha, et v0y c'est égal à v0 sinus alpha. Donc du coup, la constante k sera égale à forcément v0 cosinus de alpha, et la constante k1 sera égale à v0 sinus de alpha. Puisque si on remplace t par 0, on obtient bien vy des 0 est égal à k1, et k1 doit être forcément égal à v0 sinus alpha. Donne que la vitesse, donc maintenant v, les coordonnées de la vitesse, vx, eh bien c'est égal à v0 cosinus de alpha, vy égale à v0, moins g de t, plus v0 sinus de alpha. Alors je vais mieux le marcher, faire fonctionner, voilà, moins g, excusez-moi. Donc moins g fois t fois v0 cosinus alpha. Alors après, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, moi ce qui m'intéresse pour les équations horaires, c'est d'avoir le vecteur position OG. Et le vecteur position OG, il aura pour coordonnées x et y. Alors tout ce que je sais, c'est que le vecteur vitesse, on le sait, c'est la dérivée de ce vecteur position OG. Nous l'avons vu ça au chapitre précédent par rapport au temps. Ça signifie quoi? Ça signifie donc que Vx, ce sera égal à dx sur dt, et Vy, donc Vx, ce sera égal à d de x sur dt, Vy, ce sera égal à d de y sur dt. Donc, ça signifie qu'il va falloir que je trouve x ici égale une fonction dont la dérivée Vx sera égale à V0 cosinus alpha. Donc, ça sera forcément V0 cos alpha de t, plus encore une fois une constante, puisque si je dérive maintenant x par rapport à temps, je retrouve bien Vx, donc au départ, c'est-à-dire V0 cos alpha, et y, ça nous fera moins 1,5 de gt2, plus donc V0 sinus alpha t, plus une constante K3. Donc, si je dérive encore une fois y par rapport au temps, je réobtiens bien ce que j'obtenais pour Vy, c'est-à-dire moins gt plus V0 sinus alpha. Alors le tout, c'est de déterminer maintenant les constantes K2 et K3. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'à t égale à 0, en fait, dans nos conditions, on avait que x0 était égal à 0, y0 c'était égal à 0, donc forcément, donc K2 qui est égal à K3 sera égal à 0. Et donc j'obtiens finalement les équations horaires du mouvement suivantes. x0 c'est égal à v0 cosinus alpha t, et ensuite y c'est égal à moins 1,5 donc de g t au carré plus v0 sinus alpha t. Ce sont les coordonnées, donc tous les deux, du vecteur position OG. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Pourquoi? Ce sont les équations horaires du mouvement parce qu'elles dépendent tout simplement du temps t ici. Équation donc horaire du mouvement. Alors maintenant, il est possible qu'on nous demande l'équation donc cartésienne du mouvement. L'équation cartésienne du mouvement, il faut tout donc isoler t et le supprimer. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire tout simplement que t, d'après la première, c'est égal à x sur v0 cosinus de alpha, et y, on sait très bien que c'est moins 1,5 de gt2 au carré, t au carré, pardon, donc ce qui nous fait x divisé par v0 cosinus de alpha, le tout au carré, donc plus, donc v0 sinus alpha, divisé par v0 cos alpha, fois x, puisque je remplace ici par x. Donc je simplifie ici par v0. Sinus alpha sur cosinus alpha, ça nous fait tangente alpha. Donc l'équation de la trajectoire, et on voit que le temps va disparaître. Ça va nous faire moins 1,5 de g x au carré, v0 carré cosinus au carré de alpha, plus x tangente alpha. Donc vous voyez bien que le temps a disparu. Ça, c'est ce qu'on appelle donc ici l'équation cartésienne de la trajectoire que l'on peut ensuite exploiter donc, pour de nombreux exercices et de nombreuses questions, notamment quand on va demander par exemple la flèche ou la portée. Donc ça, je vous laisse revoir sur vos cours. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aidera encore un petit peu à comprendre
comment déterminer les équations horaires du mouvement et comment déterminer l'équation paramétrique. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez toujours pas compris. Je serai bien sûr toujours à votre écoute et toujours là pour vous aider. Merci chers élèves et bon courage.